C'est pas faire un discours. C'est simplement être ému et partager avec deux ou trois pépites. Et je préfère donc que ce soit interactif. Je n'ai pas l'honneur de faire 1 heure et demie comme le jeune gamin. Simplement dire l'assistance ici est majoritairement jeune, à moins de 35 ans. Je ne sais pas si vous réalisez que nous sommes à un moment très important dans notre pays. À un moment important parce que nous sommes dans une phase de transition, dans une phase de transformation. Effectivement, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, la fonction publique la fonction publique risque de plus. La fonction publique va devenir élitiste, va devenir par corps de métier. Ça veut dire que vous qui êtes ici à l'Institut de gestion, vous devez vous rendre compte que vous n'aurez plus les mêmes opportunités que nous, qui sommes vos grands frères et qui avons à peu près une dizaine d'années d'écart avec vous. Parce que même pour nous, entrevivre le game est compliqué. Les 3/4 de ceux qui ont mon âge, de ma génération, les trentenaires, n'arrivent pas à avoir un poste budgétaire. Les 3/4 de ceux avec qui j'ai étudié ici ou à l'étranger n'arrivent pas à s'insérer dans le milieu professionnel. Pourquoi? Parce que dans un pays, dans n'importe lequel pays, la fonction publique ne sert que de fonction support. L'économie d'un pays ou l'emploi, c'est le secteur privé. Nous avons fait l'inverse au Gabon en faisant l'état de rente où, comme nous avons du pétrole, on recrute tout le monde, on gonfle les effectifs de la fonction publique et on se retrouve avec une masse salariale énorme. Mais qui va travailler pour créer de la richesse? Qui va travailler pour qu'on collecte plus d'impôts? Qui va travailler pour que l'argent rentre tous les jours à la douane et que l'argent rentre dans les caisses d'État? Qui va faire ce travail? Qui va travailler pour que l'argent de nos ressources, le bois, le manganèse, le pétrole, qui va travailler pour que l'argent, les bénéfices qui sont faits dans ces richesses puissent être réinvestis au Gabon? Si ceux qui investissent dans ces domaines s'appellent Total français, s'appellent Moët Pro, s'appellent Rougier, ils ne sont pas obligés de réinvestir au Gabon. C'est pour ça que les Gabonais pensent qu'ils sont un pays riche, mais ils vivent pauvres. Et c'est normal. Parce que la richesse de votre pays n'est pas réinvestie automatiquement dans votre pays. Et ça, c'est la vérité que les politiques ne vous disent pas. C'est pour ça que le président de la République, avec qui je travaille, a mis en place le PSG. C'est pour dire, voici le plan pour développer notre pays. Qu'on aime le Gabon, qu'on n'aime pas, voici la seule manière de s'en sortir pour que les jeunes Gabonais aient une issue dans 5 ans. Si nous voulons avoir une issue dans notre pays, nous sommes obligés de ne plus exporter le bois. Nous sommes obligés de le transformer ici parce que ça va vous permettre de créer votre petite application, de créer votre petite start-up, de créer votre petite activité commerciale autour de l'activité du bois et de gagner de l'argent. Chacun de vous qui gagne de l'argent nourrit sa femme, nourrit ses enfants, leur permet d'aller à l'école, leur permet de vivre correctement. Or, si ceux qui bénéficient des richesses de votre pays, qui sont dans le Gabon bleu, donc ce sont eux qui font la pêche sur les côtes du Gabon, tout le secteur du poisson au Gabon est détenu par eux, mais les bénéfices, ils les rapatrient. Ils ne réinvestissent pas au Gabon. Et nous qui avons étudié dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, on a parfois été bailleurs de certaines personnes qui ont fait richesse au Gabon. Vous habitez la maison de quelqu'un au Sénégal qui est gardien, qui est chauffeur au Gabon, mais il a un immeuble. Comment a-t-il fait pour avoir un immeuble à Cotonou, pour avoir un immeuble à Bamako, pour avoir un immeuble à Dakar? C'est parce qu'ils sont arrivés cordonniers, comme à Gabon, ensuite une petite boutique, ensuite un magasin, et ils deviennent ailleurs. Mais comment dans notre pays cela a été possible? Ça a été possible parce qu'on nous a tous orientés vers la fonction publique. On ne nous a jamais montré le vrai chemin. Le vrai chemin, c'est que chacun de nous doit devenir autonome. Le président ne veut plus des Gabonais assistés. Il ne veut plus des Gabonais qui viennent tendre la main, qui viennent dire au grand frère, donne-moi l'argent. Ça, ce n'est plus les Gabonais que nous voulons voir. On veut voir des Gabonais qui disent, nous avons 80 000 de bourse. Je suis désolé, les gars, dans la salle, personne ne porte une chaussure qui coûte moins de 10 000 ici. Personne ne porte un t-shirt qui coûte moins de 5 000 ici.
Aujourd'hui, on a des tissages qui coûtent 25, 30, 40, 50 000. Regardez les sacs que vous portez. Les filles, regardez les sacs que vous avez. Regardez vous-même comment vous êtes jolie, vous êtes maquillée, vous êtes coiffée. Regardez vos chaussures, regardez vos montres, regardez vos parfums. Mais quand vous faites la comptabilité, tout ça, vous vivez mieux que les fonctionnaires et étant étudiants. Mais regardons nous-mêmes, regardez vous-même. La plupart vous ne ressemblez pas à les étudiants. Donc prenez vos photos, allez voir ceux qui sont à Cheikh Anta Diop à Dakar, allez voir ceux qui sont au Bénin étudiants, vous verrez. Vous verrez comment ils vivent étudiants. Beaucoup n'ont pas la bourse de 80 000 que vous avez. Nous, quand nous étions étudiants, c'était 66 000. Et on attendait le trimestre. Grâce au président, elle est même passée de 66 à 80 000. Ça veut dire que si vous avez la culture de l'épargne, vous êtes capable de vous dire, les 80 000 francs que l'État me donne pour étudier, d'abord j'étudie, ces 80 000 francs servent exclusivement à étudier. Et dans ces 80 000, j'apprends déjà à enlever le fût de 1 000 francs ou 5 000 francs tous les mois. Au bout de 6 mois, vous avez un petit montant pour une épargne. Les Gabonais ne savent pas épargner. Le Gabonais, le 25, dès que le salaire est arrivé le 25, le 30, l'argent est fini. Le Gabonais, dès qu'il reçoit son salaire, le premier, il travaille au privé, le 3, l'argent est fini. Mais ça, c'est quelque chose que nous devons changer. Et il n'y a que vous, votre génération, nous, notre génération, qui peut changer ça. Ceux que nous avons trouvés, ce sont nos grands frères. Ils ont connu le boom pétrolier, ils ont connu l'état facile, ils ont connu l'état de rente. On ne peut plus leur demander de changer d'habitude. D'ailleurs, regardez, la plupart, quand on leur dit il n'y a plus d'argent, on ne vous donne pas l'argent, ils prennent les micros, ils insultent, ils disent qu'ils vont dans l'opposition. Est-ce que vous trouvez que c'est sérieux? Nous sommes un petit pays. Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à entretenir le fonctionnariat. Donc la solution aujourd'hui, elle est dans l'initiative privée. Et l'initiative privée, ce n'est pas forcément devenir entrepreneur. L'initiative privée ou l'entrepreneuriat, je vais vous l'expliquer tel que le pays qui est le mieux entrepreneuriat au monde le définit, les États-Unis. J'ai eu la chance, quand le président de la République m'a demandé de m'occuper du pôle jeunesse au cabinet d'entrepreneuriat, il m'a envoyé dans une formation aux États-Unis. Les Américains m'ont appris ceci, et je l'ai partagé une ou deux fois avec des Gabonais. Les Américains m'ont appris ceci. L'entrepreneuriat, c'est 3 choses. La première chose, les Américains, un entrepreneur, c'est celui qui transforme toutes les difficultés en opportunités. Là où vous voyez une difficulté, l'entrepreneur, lui, il voit une opportunité. Lorsque vous arrivez, vous vous rendez compte que le restaurant de l'Institut de gestion, il y a la queue, ça veut dire que le restaurant ne sert pas tout le monde dans les temps, parfois en qualité. Ça veut dire qu'il y a un problème de quantité de nourriture et un problème de timing. Si vous résolvez ce problème, vous êtes un entrepreneur. Au lieu de faire la queue, aller barrer la route, faire la grève, vous dire le restaurant prépare mal, les chambres sont ceci, débrouillez-vous à plutôt régler le problème et gagner de l'argent à partir de ça. C'est comme ça que les Américains réfléchissent. Ils n'attendent pas que le gouvernement ou que l'État vienne agir. Chacun se dit comment moi je peux faire pour régler le problème auquel je suis confronté, ma famille est confrontée, mon quartier est confronté, je gagne de l'argent derrière ça. Donc un entrepreneur, c'est celui qui transforme toutes les difficultés en opportunités. Chaque fois que vous avez une situation difficile, il manque des taxis ici, il manque ceci ici, vous avez un problème d'eau dans les quartiers, celui qui est le premier à s'organiser pour collecter de l'eau et fournir toutes les maisons dans le quartier et on lui paye, c'est un entrepreneur. Le premier qui trouve une source d'approvisionnement d'eau et qui fait en sorte que tous les matins à 6 heures, il a déjà 200 litres d'eau et il dit à tout le monde, venez, je vous donne un bidon, celui-là, il vous facilite la tâche. Parce que celui qui doit partir du bas fond du quartier, c'est notre réalité. Pour chercher, pour marcher 100 mètres, 200 mètres pour trouver de l'eau, lorsque vous avez quelqu'un devant sa porte qui lui propose de l'eau pour 500 francs, lui il vous donne les 500 francs parce que vous lui rendez la vie facile, mais vous avez mis en place votre modèle où vous gagnez 5 000 francs ou 10 000 francs ou 30 ou 50 000 francs tous les jours. Nous qui avons habité en Gondje, il y a des Maliens qui ont beaucoup d'argent à cause des grosses turbines d'eau qui nous ont placés dans les maisons. Ils ont fait ce business, ils continuent à le faire et ils gagnent de l'argent. Heureusement que le président a dit, même après 5 ans, il y aura l'eau. Et là, maintenant, il y a l'eau en Gondje. Il faut couper l'herbe sous les pieds. Donc, cette difficulté des Gabonais pour avoir accès à l'eau,
il y en a qui peuvent la transformer en opportunité et gagner de l'argent avec ça. C'est ça la première règle de l'entrepreneuriat chez les Américains et qui est universelle. La deuxième règle, c'est celle que le petit frère énonçait tout à l'heure. Il y a un jeune Camerounais qu'on appelle Christian Gang. J'ai eu l'honneur de rencontrer à plusieurs reprises hors du Gabon et qui était venu au New York Forum et qui avait dit en plein New York Forum: le problème des Africains, c'est qu'ils veulent devenir grands sans commencer petit. Les Américains vous disent que tout dans la vie est un problème de cycle. Aucun enfant qui a 5 ans ne peut faire un autre enfant. Aucun enfant qui a 2 ans ne peut marcher ou courir comme celui qui a 30 ans. Il faut respecter le cycle dans la vie. Le cycle, c'est celui-ci. Quand vous êtes dans le ventre, ça veut dire d'abord que le père et la mère sont allés, ils ont mis au monde un enfant. Vous ne pouvez pas être dans le ventre et parler. Vous devez faire 9 mois de grossesse. Ensuite, vous devez naître. Ensuite, vous devez marcher. Enfin, ramper, marcher, grandir. Mais le problème des Gabonais, des Africains, c'est que quelqu'un, il a une bonne idée qui coûte 35 millions. Il pense qu'il va commencer avec 35 millions son business. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas commencer. Vous avez 5 ans, vous dites que vous êtes à l'université. Ce n'est pas possible. Prenez le temps d'abord d'être dans le ventre, ensuite de naître, de ramper, d'apprendre à marcher, ensuite de commencer à courir, d'aller à l'école primaire, au secondaire, à l'université. Vous ne pouvez pas être étudiant et dire que vous voulez être à la place d'un ministre, vous voulez vivre comme un ministre, ce n'est pas possible. Ça veut dire, quand vous êtes jeune, ayez toujours en tête, quel que soit votre projet, quelle que soit votre idée, il faut d'abord commencer petit. Commencez à la plus petite échelle en gardant en esprit votre idée de base. Ça ne veut pas dire que si vous avez le projet de faire une grande ferme agricole qui vous coûte 50 millions ou 30 millions, ça ne veut pas dire qu'il faut l'oublier. Ça ne veut pas aussi dire que vous allez démarrer votre projet par cette ferme. Vous pouvez commencer votre projet en vendant les touffés. Vous pouvez avoir 30 millions en vendant les touffés. Parce que dès que vous commencez à vendre les touffés à l'Institut de gestion, qui ne vous coûte rien, si vous gagnez 100 000 avec les touffés, vous pouvez, avec 100 000, investir dans un autre petit projet, une petite activité génératrice de revenus. Chaque fois que vous avez une activité qui vous génère des revenus et que vous épargnez, vous pouvez de vous-même devenir un self-made man. C'est-à-dire, le jour où vous venez me voir, Monsieur Ndong Junior, vous êtes à la présidence, moi je veux réaliser tel projet, ça me coûte 25 millions, j'ai déjà moi-même 5 millions. À partir de ce moment, moi je suis motivé à appeler mon grand frère ou le DG pour dire la petite soeur ou le petit frère a un projet de 10 millions, il a déjà 1 million lui-même. On peut lui ajouter 1 ou 2. Et c'est ça que les Américains vous enseignent quand ils vous disent aide-toi et le ciel t'aidera. Les États-Unis sont un pays essentiellement chrétien et quand vous comprenez pourquoi ils réussissent, c'est parce qu'ils ont pris les principes bibliques, ils les ont appliqués bêtement. Aide-toi et le ciel t'aidera, c'est la deuxième règle de l'entrepreneuriat. Ne pensez jamais que quelqu'un va prendre son argent pour venir vous donner pour que vous puissiez monter votre business parce que ça n'existe pas. Même Dieu lui-même nous a appris qu'à la sueur de ton front, tu gagneras tout. Dieu ne nous a jamais dit que moi je vais venir du ciel, je te donne à manger. Il a créé la terre, le ciel et tout ce qui existe que vous connaissez mieux que moi en 7 jours ou en 10 jours, je ne sais pas. Mais tous les jours, il vous dit, si les oiseaux du ciel mangent, à plus fort raison l'homme. Mais est-ce qu'il vient vous donner à manger? C'est à vous de vous lever et de travailler. Or, les jeunes que nous sommes ont perdu la culture du travail. Nous avons perdu la culture de l'effort. Et nous ne pouvons pas construire notre pays sans avoir la culture du travail ou la culture de l'effort. L'effort signifie qu'il faut arrêter d'être jaloux de ce que l'autre porte et regarder ce que toi-même tu peux faire. Chacun de nous doit regarder son potentiel. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et comment je peux saisir les opportunités dans mon pays? La troisième chose que les Américains vous apprennent en entrepreneuriat, c'est l'environnement. Donc vous avez la première chose. Vous transformez les difficultés en opportunités. La deuxième chose, aide-toi et le ciel t'aidera. La troisième chose, l'environnement dans lequel vous évoluez. Ne pensez jamais que vous allez, parce que votre grand frère est directeur général de l'Institut de gestion, vous allez lui dire,
donne-moi 2 millions, je vais ouvrir un salon de coiffure de luxe. Pourquoi veux-tu ouvrir un salon de coiffure de luxe derrière la prison alors qu'il y a déjà 10 salons de coiffure? Qu'est-ce que tu vas ajouter en plus? Et c'est là que vous arrivez sur le troisième pilier de l'entrepreneuriat qui est l'innovation. Qu'est-ce que tu apportes de plus par rapport à l'environnement, donc au modèle économique, au marché? Qu'est-ce que vous avez à apporter en plus dans un business qui existe déjà? L'autre a parlé effectivement des tomates jaunes, c'est innovant. Tout le monde peut vendre des tomates, mais ça fait bizarre de vendre des tomates jaunes. Ah, qu'est-ce que ça en plus? Ça, ceci, cela en plus, je préfère prendre ça. Donc, vous qui êtes jeunes, intégrez ceci. Dans tout ce que vous voulez faire, ayez toujours la dimension de l'innovation. En quoi est-ce que vous vous distinguez de ce que les autres font et en quoi est-ce que vous créez vous-même donc à partir de ce moment votre propre marché? Parce que si vous prenez les mêmes costumes que Koulibaly ou Abdoulaye nous vendent dans n'importe quel prêt-à-porter, vous n'avez rien apporté en plus. Et comme il a dit, si moi j'ai déjà mon abonné qui me fait des costumes à un prix préférentiel, vous n'avez rien à m'apporter, je ne serai jamais votre client. Mais le jour où vous avez des costumes innovants, vous aurez tous les clients qu'il vous faut dans Libreville. Et dans le PSG en général, il y a la déclinaison de toutes ces opportunités. Pour ne pas être long, la dernière chose sur laquelle je vais intervenir, ce sera... Merci. Parfois, il fait chaud. La dernière chose sur laquelle je vais intervenir, ce sera vous dire, nous avons donc, après avoir regardé ce qui fait la force des États-Unis, le pays qui entreprend le plus au monde, nous avons donc en fait ces trois principales choses des États-Unis. Mais il y a une dernière qui est typique au Gabonais. Il nous faut comprendre quelque chose. Nous sommes le Gabon. 1 500 000 habitants. 47 ou 49 ou 42 ethnies, ça dépend. N'oublions jamais que nous avons à 1200 km de nos côtes un géant qu'on appelle le Nigeria, qui est le troisième pays le plus peuplé du monde dans 20 ans, très précisément. Dans 20 ans, le Nigeria est le troisième pays le plus peuplé du monde. Après l'Inde, la Chine, ce sera le Nigeria. Ça veut dire que quand vous êtes à l'Institut de gestion, vous faites votre intelligence économique, intelligence politique, analyse des affaires, marketing. Vous sortez de l'Institut de gestion, vous avez votre MBA ou votre master ou votre bachelor. Vous êtes 10 ou 20 ou 30. Vous aurez 10 millions de Nigériens qui ont la même formation que vous, qui parlent anglais, qui parlent français, qui parlent l'arabe. Quand vous sortez de l'Institut de gestion, vous ne parlez que votre petit français. Est-ce que vous êtes compétitif? Est-ce que vous pouvez tenir face au marché de la concurrence? Vous ne vous rendez pas compte que le monde devient globalisé. On parle de ça, mais on ne réalise pas. Vous faites votre photo sur Facebook, elle fait le tour du monde. C'est comme ça aussi que Facebook un jour va vous dire IBM, telle multinationale recrute un marketeur, appel d'offres. Vous avez 10 millions de Nigériens qui envoient les CV. Ils parlent anglais, ils parlent espagnol, ils parlent arabe. Vous, le petit Gabonais, vous n'avez aucune chance de conquérir ce marché qui est international. Mais, tenez-vous bien, il ne se limite plus au marché international. Il pénètre votre marché. Pourquoi est-ce que, jusqu'à présent, notre pays, nous ne profitons pas des richesses de notre pays? Parce que nous n'avons pas l'expertise dans beaucoup de domaines techniques. Vous allez à Port-Gentil, vous cherchez les ingénieurs en réservoir. Nous avons tous passé le temps à faire la philosophie, du droit, de l'aide moderne. Nous n'avons pas suffisamment investi sur les secteurs de pointe. Vous avez des secteurs entiers, vous allez au port de Vendo, dans toute la logistique, un grutier gagne 2,5 millions. Un grutier, celui qui porte les conteneurs, il les met à terre, il gagne 2,5 millions. Vous n'avez pas de Gabonais dans ce domaine. J'en ai vu un seul et qui est retraité et qui est obligé de revenir travailler. Vous avez des secteurs entiers où nous-mêmes, Gabonais, nous avons déserté. Mieux, aujourd'hui, le monde entier nous impose l'ouverture de nos frontières. Il y a eu un dernier sommet des chefs d'État de la CEMAC. Les chefs d'État de la CEMAC vont décider de la libre circulation des personnes dans la zone CEMAC. Ça veut dire que le Cameroun est déjà là. Le Congo est là. Le Tchad est là. Et je dois encore vous donner une autre donnée géostratégique. Et j'ai un petit frère qui est là. Le Tchad, c'est la porte ouverte sur le Soudan.